On enchaîne avec l'intervention de M. Dominique Bourg. Merci à lui de nous rejoindre. Donc, Dominique Bourg, professeur aussi ici à l'UNIL, qui va nous faire une présentation sur l'impact et perceptions sociologiques liées à la transition énergétique. Voilà. Et on aura peut-être besoin juste de quelques secondes pour faire la transition de la présentation. Merci beaucoup. C'est le premier? Non, c'est pas le premier. Voilà, c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de l'invitation également. Alors, en quelque sorte, je vous propose de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois-ci de partir du macro, de l'histoire, et puis d'approcher ensuite de certaines situations. Donc, ce dont j'aimerais partir, c'est, alors peut-être que ça va recouvrir certains aspects vus hier, mais repartir du problème énergétique en le scindant en quelque sorte en 3 défis différents. On va commencer par le défi climatique. C'est l'équation que vous connaissez sans doute de l'économiste japonais Kaya, qui montre un peu la difficulté face à laquelle on est confronté. On devrait, d'un côté, diviser par 3 nos émissions de carbone, si l'on voulait ne pas dépasser la barre des 2,5 degrés d'ici à la fin du siècle, et avec effectivement cette difficulté que cela dépend à la fois du contenu en CO2 de l'énergie que l'on consomme, que cela dépend aussi du ratio entre cette énergie et le PIB, du ratio entre le PIB et la population, le tout multiplié par la population. Or, si l'on regarde par exemple l'efficacité en carbone de l'énergie, en 35 ans, on a su faire 10% de mieux. Si on considère l'efficacité énergétique en elle-même, on a fait 30% de mieux en 35 ans, avec une population, je vous le rappelle, qui va voir venir 2 milliards d'habitants supplémentaires et une progression du PIB mondial qui est continue. Donc ça, c'est le premier défi, effectivement, très difficile à relever. Second défi, et toujours lié à la problématique énergétique, c'est le fait que nous avons, alors selon les estimations, cela aussi entre 2004 ou 2006, mais en tout cas, nous avons atteint le maximum de production possible en termes de nos capacités d'extraction de pétrole conventionnel à l'échelle de la planète. Alors, embrayons tout de suite, en détaillant un petit peu plus les choses. Depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, on plafonne à grosso modo 85 millions de barils jour. Et sur ces 85 millions de barils jour, en fait, nous ne consommons plus aujourd'hui que 75 barils de pétrole conventionnel. Le reste des énergies fossiles pour les énergies liquides, pour les substituts au pétrole, sont tirés soit de pétrole offshore, soit de pétrole lourd, soit de sable bitumineux, soit de gaz ou de charbon qu'on peut liquéfier. On s'attend, évidemment, puisque nous avons atteint le pic de production, qu'on arrive à un moment donné au bout de ce plateau et après nous serons confrontés à un taux de déplétion qu'on imagine grosso modo en global se situer entre 2 et 4% par an, auquel effectivement il faudrait en quelque sorte ajouter la tendance d'un peu plus de 3% de croissance de nos consommations d'énergie également par an. Et puis si on peut imaginer que certains pays producteurs confrontés effectivement à ce phénomène vont probablement se réserver une partie de la ressource, il est fort possible que le taux de déplétion pour certains pays, ceux qui ne possèdent pas de réserve d'hydrocarbures, soit plus élevé que les 2 à 4% compte tenu de cette rétention des autres. Alors, la réaction qu'on a aujourd'hui, c'est en quelque sorte haro sur les fossiles non conventionnels, gaz de schiste, huile de schiste. Je rappelle simplement qu'une des difficultés occasionnées, c'est que ce faisant, non seulement évidemment on continue notre tendance générale à avoir
pour base de nos systèmes industriels eh bien, les énergies fossiles, mais ce faisant, on accélère encore le changement climatique, non seulement parce qu'on continue sur le même trade, mais surtout parce que le coût énergétique d'extraction de ces pétroles conventionnels est beaucoup plus élevé. Si on compare par exemple le coût d'extraction d'un baril en Arabie Saoudite, on est à 10 kg de CO2, on est à 100 s'il s'agit de schiste bitumineux, ce qui est tout à fait autre chose. Et le problème étant de savoir, est-ce que, alors, même en mettant entre parenthèses la question du changement climatique, le problème étant de savoir si l'on pourra, une fois qu'on va atteindre la zone de déplétion de nos capacités d'extraction de pétrole conventionnel à l'échelle mondiale, est-ce qu'on pourra compenser par le non conventionnel? Évidemment, la chose est tout sauf gagnée. Donc ça, c'est le second défi en termes énergétiques, et en mettant évidemment le lien entre énergie et climat. Et troisième défi, c'est que nous sommes quelque sorte pris en tenaille entre deux formes de pic. Effectivement, le pic pétrolier pour l'heure, qui sera suivi d'un pic gazier pour le gaz naturel, évidemment, qui dans certains pays est déjà atteint depuis un certain temps, mais qui à l'échelle mondiale est encore atteint dans quelques années. Ensuite, le pic charbonnier, mais nous constatons aussi déjà, pour certaines des réserves, un pic minier. Et donc la difficulté étant précisément que nous sommes en quelque sorte pris en tenaille, c'est-à-dire que plus nous devrons aller chercher des minéraux avec un degré de concentration plus faible à une profondeur plus importante, plus pour ce faire nous aurons besoin d'énergie. Et si l'on se tourne sur une part des énergies renouvelables, eh bien elles-mêmes sont beaucoup plus gourmandes en termes de métaux. Par exemple, à kilowattheure produit, la quantité de métal est 10 fois plus importante lorsqu'on produit le kilowattheure avec une éolienne que lorsqu'on le produit avec une vieille centrale thermique. Donc ça, c'est le troisième défi énergétique auquel nous sommes confrontés. Donc ces défis sont relativement lourds, avec une part d'incertitude évidemment non négligeable. Qui plus est, ces défis se produisent dans un contexte général relativement tendu. Si l'on veut, en quelque sorte, faire la somme des difficultés auxquelles on est confronté, on peut la ramener à une forme de risque bien particulier, qui est les risques qui pèsent aujourd'hui sur nos capacités de production alimentaire à l'échelle de la planète. Et là, effectivement, on s'aperçoit que pour ce risque, on pourrait dire être le risque des risques, eh bien, les difficultés, en quelque sorte, se cumulent. Premièrement, on a effectivement le changement du système climatique en cours, et selon certaines études, à 4 degrés, eh bien, on pourrait très bien assister à une chute de nos capacités de production alimentaire. Je vous rappelle que depuis 2003, il n'y a pas eu une année sans qu'une région riche en production agricole au monde n'ait été affectée par une période de canicule et une sécheresse. La dernière en date étant le nord des États-Unis l'an dernier. Et à chaque fois, nos capacités de production alimentaire sont très nettement affectées, alors même que nous n'en sommes qu'au début du processus. On n'est même pas sorti encore, presque pourrait-on dire, de la variabilité naturelle. Nous avons en quelque sorte encaissé 8 dixièmes, mais vous imaginez qu'à 1 degré de plus, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, et encore une fois, les conséquences ne sont pas linéaires, elles sont plutôt exponentielles. Les incidences sur nos capacités de production alimentaire seront relativement lourdes. On a un second problème qui est celui de l'artificialisation des terres, même dans d'anciens pays industriels avec une quasi-stabilité démographique. Prenons par exemple le cas de la France, ce processus évidemment se continue toujours. On a évidemment aussi le problème ici même. On a un énorme problème à l'échelle mondiale, alors on parle d'érosion de la biodiversité, mais ce que cela signifie sur le fond, c'est un appauvrissement génétique des populations en général, qui évidemment obère leur aptitude à s'adapter à un environnement dont on occasionne nous-mêmes un changement relativement rapide. On a les problèmes classiques de dégradation, de pollution des sols. Je le rappelais, on a les problèmes de tension sur l'énergie, sur l'eau douce, sur le phosphate, et on a un problème aussi de ressources halieutiques, et tous ces facteurs, et je ne les énonce même pas tous, convergent tous vers la même fragilisation. Alors, probablement pourra-t-on répondre à un ou deux des paramètres, mais à tous à la fois, c'est plus délicat. Je vois qu'il y a un problème de batterie sur l'ordinateur. Je ne sais pas, c'est excellent d'ailleurs, ça illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire.
Ça, je peux pas. Ah, voilà. Nous sommes sauvés. Merci Philippe. Oui, c'est bon, ça c'est lui. Alors, voilà pour ce contexte général. Et la façon dont on a de réagir, c'est de penser que finalement, quelles que soient les limites auxquelles nous serons confrontés, nous finirons par les franchir. Je pense effectivement que nous pourrons franchir certaines limites. Mais quant à savoir si nous pourrons les franchir toutes, là, très sincèrement, j'ai de nombreux doutes. Et pour vous faire partager ces doutes, je vais simplement vous faire un petit rappel de promesses. Et je vais remonter à la matrice de toutes les promesses technologiques, celle qu'on trouve à la fin de la Nouvelle-Atlantique de Bacon, donc on est au début du XVIIe siècle, 1627, et c'est les magnala naturels, les merveilles, si vous voulez, de la nature. Alors, c'était trop long, je ne vous ai pas tout cité, mais voilà ce à quoi était arrivée la maison des sages de Salomon, qui était en quelque sorte, si vous voulez, un institut Max Planck de l'île de Ben Salem, découverte par Bacon et ses marins, imaginairement, donc, dans ce récit, la Nouvelle-Atlantide. Bon, fabriquer des espèces nouvelles, transplanter une espèce dans une autre, remarquez, on n'est pas très loin, instruments de destruction comme ceux de la guerre et le poison, n'oubliez que c'est toujours quelque chose qui va revenir et en permanence, rendre les esprits joyeux, les mettre dans une bonne disposition, préduction naturelle, illusion des sens, c'est le cinéma, si vous voulez, minéraux artificiels, ciment, etc. Nous sommes en 1627, alors certaines de ces, entre guillemets, prophéties se sont réalisées. Peut-être qu'il serait assez fâcheux que d'autres se réalisent, on va y revenir. Mais venons-en beaucoup plus près de nous, eh bien, au moment justement où on se trouve un peu à l'origine de ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur la découverte du caractère perturbé aujourd'hui du cycle du carbone. On est en gros dans la décennie 50, avec effectivement, à partir de 58, sous la houlette de Roger Revel, en Keeling, qui va se mettre à mesurer chaque jour à Mauna Loa les variations de la concentration atmosphérique de carbone. Et je me suis amusé à reprendre un petit extrait d'un article d'une revue de vulgarisation, Science et Vie, qui est paru en mai 59. Que nous disait-on en mai 59 ? Eh bien que, en fait, c'est Aimé Michel, qui était le journaliste, qui écrit ça à l'époque, nos savants, c'est effectivement l'expression de l'époque, deviendront un jour, alors nous sommes, n'oubliez pas, en 59, le jour en question, évidemment, c'était le mythique en 2000, capable de maîtriser le climat de la Terre avec un simple thermostat. D'aucuns continuent à nous raconter ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait mieux se méfier de ce genre de prophétie. Vous vous souvenez, je vais y revenir après parce que je trouve que c'est très très intéressant, vous vous souvenez en quelque sorte, on pourrait dire, du tombereau d'injures qu'avaient reçu les Meadows en 72 lorsqu'ils ont publié leur fameux rapport sur les limites de la croissance. Je ne vous donne que cet article de journal daté c'est le New York Times, du 2 avril 72. Une source quasi infinie d'énergie, la fusion nucléaire, contrôlée de l'hydrogène, sera probablement disponible dans les 50 années à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit aussi qu'elle sera disponible dans les 50 années à venir. Du coup, certains, peut-être mal intentionnés, disent la fusion, c'est effectivement l'énergie de l'avenir, mais elle le restera. Alors, on pourrait aller au-delà, et on a cet imaginaire que pour ma part je trouve effrayant, et là je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un physicien qui était très en vogue aux États-Unis dans les années 90 et qui imaginait 3 types de civilisations. La première, on en serait assez proche, c'est la civilisation qui arrive à maîtriser la quasi-totalité des énergies de sa planète. Et penser qu'à coup, c'est que finalement, on va même épuiser l'énergie du noyau, et après, on sera obligé évidemment de changer de système solaire. Mais on ne s'arrêtera pas là. Après, chaque fois, on va investir un système solaire nouveau et on va faire beaucoup mieux. Dans chaque système solaire, on va maîtriser et épuiser l'énergie du Soleil. Et comme ça, nous allons devenir, c'est le type 3 de civilisation, une espèce de chancre galactique qui va d'un système solaire à un autre pour l'épuiser. Ce qui est effectivement un programme tout à fait fantastique. On a vraiment l'impression que, si vous voulez, l'intelligence humaine à échelle individuelle est tout à fait extraordinaire, mais qu'en tant qu'espèce, nous sommes une espèce profondément stupide. Alors, en fait, que nous raconte-t-on depuis 40 ans ? On nous raconte depuis 40 ans que nous allons enfin réussir à découvrir le Graal. Le Graal, c'est découpler. On va continuer à produire de la richesse, mais on va, en quelque sorte, finir par produire cette richesse, c'est-à-dire continuer à faire croître notre PIB, mais avec une consommation de ressources, d'énergie et notamment de minéraux et de ressources biotiques qui, elle, va
diminuer. Alors, si on prend par exemple l'aspect énergétique, dans certains pays, on a effectivement réussi à le faire, tout simplement en exportant, pour l'essentiel, certains sites de production. Maintenant, si l'on regarde en général, non, eh bien notre croissance énergétique suit relativement la croissance du PIB, et on a exactement la même chose si on regarde du côté des minéraux. C'est même étonnant, prenez par exemple un pays comme l'Angleterre, la croissance de consommation minérale y est toujours importante, alors que pourtant, eh bien, beaucoup d'industries ont déserté ce pays. Si l'on veut sommer ça par un chiffre, eh bien effectivement, entre le début des années 70, 71 exactement, et 2008, eh bien effectivement, on a bien, par point de PIB, réussi à réduire de 30% environ notre consommation énergétique. Mais en revanche, si l'on regarde la totalité, eh bien durant la même période, nos émissions de CO2 à l'échelle mondiale ont cru de 80%. Et on s'attend évidemment à une croissance, ne serait-ce que pour les besoins de l'informatique mondiale. Alors, autre chose aussi, autre limite qu'il faut rappeler, puisque on mise beaucoup sur la question du recyclage, et on a raison, celui de le faire, mais attention, et là je m'appuie sur les travaux de François Gross, qui est cadre dirigeant de chez Veolia. Si on poursuivait ce qu'on connaît depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est-à-dire un rythme d'augmentation de la production mondiale d'acier de grosso modo 3,5 points par an, et même en parvenant à recycler 62%, et on n'en est quand même pas tout à fait là, eh bien en fait, par rapport aux réserves aujourd'hui exploitables, qui devrait être épuisé dans moins de 5 décennies. Si on maintient le même rythme sur les décennies qui viennent, on ne ferait jamais que gagner 12 ans. Si l'on veut que le recyclage ait une efficacité minimale à l'échelle globale, il faudrait redescendre à une augmentation de la production mondiale d'1% par an. Et si on voulait vraiment gagner en visibilité, il faudrait même redescendre à 0,5%. L'économie circulaire, c'est effectivement une chose vers laquelle il faut s'orienter, mais une économie circulaire avec une consommation linéaire, ça s'appelle un mensonge. Alors, simplement, c'est un petit exercice pour vous montrer, après ces chiffres sur la fin, enfin, vous montrer par exemple, prendre un exemple, celui des ressources halieutiques. Et voilà par exemple l'état qui était le leur au début du siècle précédent. On voit sur tous les plateaux continentaux une richesse relative en termes de ressources halieutiques. Et je dirais que c'est bel et bien l'image de ce que, surtout depuis la seconde moitié du siècle, nous avons réussi à faire. Regardez, précipitez-vous de manger du poisson sauvage, parce que voilà où on en était au début de ce siècle même. Donc effectivement, on a procédé à une razzia dans ce domaine, et bien évidemment dans bien d'autres. Alors, du coup, bien, revenons justement au rapport Meadows, donc, qui avait été commandité par le Club de Rome et qui a été rendu public en 72. Alors là, c'est dommage, j'ai pas réussi à vous... Je l'ai pas trouvé en image, mais là, c'est dommage, on s'arrête en 2000. Maintenant, on a les courbes jusqu'en 2010, mais vous voyez exactement la même chose. Là, vous avez un des 12 scénarios qui était celui en pointillé, qui était celui du rapport Meadows, qui était le scénario Standard Run, c'est un scénario courant, et il suffisait de poursuivre les tendances de l'époque. C'est effectivement ce qu'on a fait. Et si vous rajoutez encore 10 ans, eh bien, vous retrouveriez exactement la même chose sur les 5 facteurs essentiels qu'ils avaient mis dans leur modèle. Eh bien, on trouve pour ce scénario un recouvrement quasi parfait entre la réalité et puis ce qu'ils avaient estimé à l'époque, et je vais y revenir tout à l'heure un petit peu dans le détail. N'oubliez pas, encore une fois, les tombereaux d'injures que ces gens ont reçus à l'époque. Et c'est assez amusant d'y revenir 40 ans après. Alors, premier préjugé, vous en tirez les conséquences que vous voudrez, mais en général, on justifie la croissance matérielle de nos sociétés au nom de l'égalité. On voit dans la nécessité de croître ce qui permet de rapprocher en fait le standard de vie matériel des habitants de la planète. Alors très sincèrement, c'est relativement
faux. Ce sans quoi il ne saurait y avoir de croissance, c'est la différence, pour reprendre la vieille distinction de Keynes, entre les besoins absolus, c'est-à-dire ceux qu'on ressentirait indépendamment de la présence d'autrui, et les besoins relatifs. Ce qui caractérise les besoins relatifs, c'est précisément qu'ils sont insatiables. Il n'y a aucune limite aux besoins relatifs. Et sans les besoins relatifs, ce qu'on appelle croissance ne serait pas possible. Mais pour que le système économique marche, il faut toujours que vous ayez une classe de gens assez peu répandue dans la société avec des moyens extrêmement élevés pour tirer l'ensemble. Donc l'inégalité est au contraire le moteur même du système. Et si vous regardez où on en est aujourd'hui, par exemple à l'échelle mondiale, eh bien vous avez 0,5% de la population qui concentre 30% des richesses mondiales. Si vous faites le même ratio pour les seuls États-Unis, c'est toujours 1,5%, mais cette fois-ci, c'est 40% de la richesse du pays. Alors, il est toujours bon de revenir à de vieux auteurs, et comme la lecture est un art qui n'a pas totalement disparu, là je ne vous ai pas mis le texte, mais je vais vous le lire. Je trouve ce texte très important. Je le tire de Bertrand Russell. Il était cité justement par les Meadows dans leur rapport. C'est un texte des années 50. Donc le contexte post-Deuxième Guerre mondiale est là, mais ça ne change pas grand-chose. Bertrand Russell, philosophe illustre anglais, personnage tout à fait atypique. Supposons à un moment donné un certain nombre de travailleurs dans des usines fabriquant des goupilles. Je vous rappelle qu'on est peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Ils fabriquent un nombre de goupilles correspondant aux besoins du marché mondial, en travaillant, disons, 8 heures par jour. Un inventeur met au point une méthode permettant de fabriquer, avec le même nombre d'ouvriers, 2 fois plus de goupilles. Mais le monde en a nul besoin, il faut espérer. Celles-ci sont d'autre part déjà si bon marché qu'on ne peut plus guère baisser les prix. Dans un monde doué de bon sens, n'importe qui impliqué dans la fabrication des goupilles trouverait que la solution consiste à ne plus travailler que 4 heures par jour et tout marcherait comme avant. Mais notre monde n'est pas doué de bon sens et une telle solution ferait crier au sacrilège. Les ouvriers travaillent encore 8 heures par jour, quelques industriels font faillite et la moitié des travailleurs sont mis au chômage. En fin de compte, le total des heures de loisirs reste le même pour l'ensemble des ouvriers. La moitié des hommes sont réduits à l'inactivité totale, tandis que l'autre moitié est suremployée. On est certain que de cette matière, les loisirs inévitables... on est certain que de cette manière, les loisirs inévitables seront source de misère partout au lieu d'être un bienfait universel. Peut-on imaginer quelque chose de plus stupide? Simplement un petit élément de réflexion? Non. Le lien entre ce qu'on appelle croissance et la question de l'égalité est probablement plus complexe. Et effectivement, je n'ai pas résisté à vous mettre cette petite citation très connue de Stuart Mill sur, effectivement, l'intelligence qu'aurait dû avoir le genre humain à un moment donné de construire une économie stationnaire dont il disait qu'elle n'interdit pas le développement. Ça ne veut pas dire que qualitativement, tout ce qui est vivant bouge, mais avec un stock de matière et d'énergie qui resterait, quant à lui, constant. Alors, je ne me priverai pas non plus de vous lire ce que disaient les Meadows en 72. Je trouve que 40 ans après, c'est quand même assez intéressant. La foi en la technologie comme solution ultime à tous les problèmes peut donc détourner notre attention du problème le plus fondamental, celui de la croissance dans un système fini, et nous empêcher de mener une action efficace pour le résoudre. D'un autre côté, notre intention n'est certainement pas de stigmatiser la technologie comme étant mauvaise, futile ou inutile. Nous sommes convaincus que de nombreux développements technologiques mentionnés ici, donc c'est dans le rapport, recyclage, dispositifs antipollution, contraceptifs, n'oubliez pas les hantises sur la population à l'époque, seront absolument vitaux pour le futur de la société humaine s'ils sont combinés à des freins délibérés à la croissance. Nous condamnerions un rejet irraisonné du bénéfice de la technologie de manière raisonnée. Peut-être le meilleur résumé de notre position est-il la devise du Sierra Club, la grande ONG environnementale américaine, pas d'opposition aveugle au progrès, mais opposition au progrès aveugle. Jolie formule. Alors, quelle leçon peut-on tirer de ces 40 années? Eh bien, c'est qu'on a sans cesse et toujours quasiment découplé le progrès technologique des comportements, des normes comportementales, des institutions. Alors, je dirais que le meilleur exemple, c'est celui des écoquartiers français. Je préside le comité scientifique d'un des groupes de recherche du ministère de l'écologie en France, et on a financé il y a maintenant à peu près 1 an 2 études sur différents
écoquartiers français. Et la spécificité des écoquartiers français, c'est qu'ils ne s'accompagnent d'aucune modalité comportementale. Et quel est le résultat des écoquartiers français, que ce soit de Bonn à Grenoble, que ce soit de Bonn à Grenoble, que ce soit au Cerf, que ce soit en d'autres endroits, là où on a pu faire l'étude, eh bien, ces écoquartiers ont pour bilan un surcroît de consommation énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent gagné effectivement sur le loyer est investi soit en voyage aux Bahamas, soit en achat des voitures plus grosses, soit en achat d'un sèche-linge, etc. Et en fait, effectivement, le gain final est nul. En revanche, dans les pays du Nord, et en Suisse notamment, en général, on accompagne en quelque sorte de clause le choix de ce genre d'habitat, par exemple l'impossibilité pour l'ensemble des ménages d'un immeuble de posséder chacun une automobile. Donc on assortit l'innovation technologique d'une innovation institutionnelle, comportementale, qui va en garantir l'efficacité. Et je dirais de façon beaucoup plus provocatrice, eh bien, si effectivement on veut circulariser l'économie, on aurait vraiment avantage dans beaucoup de domaines à regarder non pas les high-tech, mais les low-tech. Les low-tech, pourquoi? Parce qu'elles vont éviter la dispersion, elles vont éviter les alliages trop complexes, non recyclables, etc. Et puis surtout, parce qu'il y a une partie de la société qui aujourd'hui, effectivement, je vous le concède, est relativement minoritaire, mais une partie de la société qui veut associer et recouvrement de son autonomie, notamment en termes de mode de vie, j'indiquerai ce que j'entends par là, recouvrer son autonomie en termes de mode de vie et effectivement la réduction en général de l'impact environnemental. On a toutes sortes de mouvements, que ce soit les villes en transition, donc partie de Totnes, que ce soit les slow cities, que ce soit les villes comestibles, etc., que ce soit certaines initiatives communautaires. Ce qu'ont d'intéressant toutes ces initiatives, c'est que ce que désirent ces gens, c'est recouvrer une forme de liberté minimale en termes de mode de vie. Prenons la trilogie suivante. On peut distinguer les genres de vie, je vais les définir, les modes de vie et les styles de vie. Commençons par les genres de vie. Notre genre de vie, nous n'avons aucun impact possible sur le genre de vie. C'est le fait de recourir à certaines techniques, c'est le fait de devoir se déplacer avec les modalités de transport, de payer des impôts, d'avoir un aménagement du temps à peu près standard selon le type de profession qu'on va exercer, etc. Personne n'a barre sur un genre de vie, que ce soit le paysan breton du XIXe siècle ou le lausannois d'aujourd'hui. Le genre de vie, c'est la structuration d'une société sur laquelle les individus n'ont aucun pouvoir. À l'opposé, on a les styles de vie. Vous pouvez avoir un look très particulier. Le marché, lui, est vraiment très bien conçu pour ça, vous offre une multitude d'objets différents. Vous allez pouvoir vous singulariser autant par l'offre du marché que par des habitus individuels. En revanche, on a la catégorie intermédiaire qui est la catégorie des modes de vie. Alors, le mode de vie, on en change très rarement dans sa propre existence. Le type de changement que chacun connaît en termes de mode de vie est très classique. Lorsqu'on a des enfants, on change beaucoup son mode de vie et on change pas mal de choses de son environnement. Quand on arrive à la retraite, eh bien, c'est à peu près la même chose en termes de mode de vie. Chaque fois, on a quelque chose qui est collectif. Partir en retraite, c'est un phénomène social. Avoir des enfants, c'est aussi un phénomène social collectif qui est organisé par la société, par certains côtés. Eh bien, en revanche, dans nos sociétés de manière générale, en dehors de ces deux choses-là, on a très très peu de marge sur nos propres modes de vie. Or, l'intérêt de toutes ces initiatives, c'est qu'on a cette fois-ci des citoyens qui veulent prendre en main leur propre mode de vie, le changer. Et évidemment, ça ne peut se faire qu'avec de petits collectifs. Je vous rappelle très rapidement, et j'en terminerai pratiquement là, le résultat du travail d'Ostrom, c'était précisément de montrer que s'il y a bien des cas où le dilemme du prisonnier ou l'égoïsme infini des individus ne fonctionne pas, c'est lorsqu'on a affaire à la gestion commune, régulée de petits collectifs. Dès que vous augmentez la taille, le phénomène ne marche plus. Le jeu entre la proximité du groupe et de l'individu n'existe qu'à une certaine échelle. Et c'est précisément à cette échelle que ces expériences fonctionnent. Et il me semble qu'on devrait, en quelque sorte, eh bien, si vous voulez, favoriser, ne serait-ce que sur le plan juridique, la possibilité
pour ces petites communautés qui feront sans doute l'expérience d'une résilience plus forte aux problèmes qui risquent de nous arriver, on devrait pouvoir favoriser l'auto-organisation, tout en restant évidemment dans un cadre plus large qui est celui des États modernes, de ces petites communautés. Et j'en terminerai là. Merci pour votre attention.